soyez la bienvenue. Mbote, Jambo, Bel Bonjour, Mayera, Amgaka, Nangaref, Jambo. Et puis, on va commencer. Le travail que je vais faire, enfin, c'est la présentation que je vais faire, elle sera pas longue. Elle sera pas longue, ça va traiter des problèmes de l'actualité qu'on rencontre aujourd'hui, les solutions un peu pour ne pas se faire brutaliser par les policiers dans la première partie, les solutions juridiques à apporter, enfin, rapidement, hein, vraiment les bases qu'il faut savoir et tout pour ne pas se retrouver dans un traquenard avec des policiers écervelés et tout, et racistes, donc savoir comment se comporter et tout. Dans la seconde partie, je continuerai un peu sur la lignée que j'ai commencé la fois dernière sur les paranoïas parentales et la peur de l'échec. Donc déjà, merci d'être là, merci de me suivre, merci de nous suivre. Alors, on va commencer avec, donc la page d'accueil, sécurité mentale et facteurs de stress post-traumatique, partie 2. C'est la deuxième partie la suite un peu de ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, alors, brutalité de la police raciste. Donc, pour pallier à la brutalité de la police, en fait, ça va être très textuel au début, hein. Ça va vraiment être textuel parce que j'ai fait des recherches sur un peu la juridiction, sur ce qu'il faut savoir, sur comment se comporter. Donc, je vais vous partager ça je vais vous partager ça tout de suite dans cette présentation. Et voilà, pour combattre les abus de la police, premièrement, ce qu'il faut faire quand on est arrêté par la police. Premièrement, petit 1, fais attention à tes mots, à tes mouvements, à ton expression corporelle et à tes émotions. Ça veut dire qu'il faut rester calme quand la police t'attrape. Tu n'as pas à fuir. Enfin, tu n'as pas et tu dois contrôler tes émotions parce que tu ne connais pas leurs intentions. En général, leurs intentions ne sont pas bonnes. Elles sont mauvaises. Ils essayent de te provoquer. Ils essayent de trouver la faille. Et ils jaugent très vite ta personnalité. Par contre, si tu es calme, ils auront peur. Si tu es vraiment sûr de toi et calme, ils auront peur. 2, n'argumente pas avec la police. Tout ce que tu dis pourrait être utilisé contre toi. Donc, il ne faut rien dire. Il faut garder son calme. En 3, garde tes mains où la police pourra les voir. Si c'est la nuit, par exemple, dans la voiture et tout, il faut bien mettre tes mains en évidence pour qu'ils ne croient pas que tu vas sortir une arme ou quoi que ce soit ou autre chose, je sais pas. Et ne cours pas, ne touche aucun officier de police, il faut pas les toucher. Ne résiste pas, même si tu sais que tu es innocent et que tu as raison, il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister aux assauts de la police parce qu'ils vont essayer de te provoquer de toute façon. Parmi les policiers, il y en a toujours qui sont racistes. Donc, si on tombe sur la mauvaise brigade, la brigade qui n'est composée que de racistes, là, il y aura beaucoup de provocations. Donc, ça m'est déjà arrivé dans la vie réelle plusieurs fois, enfin 2 fois. Et bien sûr, il y avait des provocations. Donc, ok, donc voilà. Ensuite, ne dis pas aux policiers qu'ils ont tort. Il ne faut pas les invectiver, il ne faut pas leur dire qu'ils ont tort. Demande un avocat immédiatement. Si les faits sont graves et que tu penses que tu peux avoir besoin d'un avocat, c'est mieux de demander un avocat. Rappelle-toi du numéro de badge du policier. Si tu peux regarder son numéro de badge ainsi que l'immatriculation de son véhicule, ce serait bien. Ensuite, écris tout ce dont tu te souviens. Quand tu as un peu de calme et tout, je ne sais pas, ils te mettent en garde à vue ou tu as un moment à toi-même, écris tout ce qui te revient de la scène dès que possible parce que ça va te servir plus tard. Essaie de trouver les témoins ou leurs contacts. Donc, si tu es blessé, prends des photographies de tes blessures le plus rapidement possible et vois un médecin pour qu'il te donne une attestation comme quoi effectivement tu as eu des blessures dues à une interaction avec ces gens-là. Donc ne parle pas mal à la police. Tu n'es pas obligé de répondre aux questions. Si tu es arrêté, tu n'es pas obligé de répondre aux questions. Tu peux réclamer le droit de garder le silence et ne donner que ton nom et ton adresse.
Donc, que ton nom, ça, c'est ce que c'est ce que le droit t'oblige à donner, mais tu n'es pas obligé de donner, de commencer à raconter ta vie ou de répondre à toutes leurs questions, parce que leurs questions sont souvent provocatives. Donc, ils n'ont pas le droit de fouiller ta maison, ta voiture ou ton corps sans une autorisation. Demandez-leur, il faut leur demander euh, le papier qui les autorise à fouiller ta maison, soit un mandat de perquisition, quelque chose comme ça. N'interférez pas, ne pas interférer pas avec leur travail. Il ne faut pas les obstruer leur travail, sinon tu peux être arrêté. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai retenu. Enfin, globalement, ça, c'est vraiment les bases. Après, on va passer au cas par cas. Donc, en cas de perquisition au domicile, par exemple, euh, en cas de perquisition au domicile, à la maison, si la police toque à la porte et demande à rentrer chez toi, tu n'es pas obligé de les faire entrer, sauf s'ils ont une autorisation du juge, donc une autorisation de perquisition qu'ils doivent te montrer avant de pouvoir rentrer. Donc il faut jamais les laisser rentrer en fait. Ils le savent, mais quand ils savent que tu ignores tes droits, ils sont les premiers à entrer chez toi, à te provoquer, à te menacer et tout. Donc, dans certains cas, si quelqu'un est en train de demander de l'aide à l'intérieur, si par exemple quelqu'un est en train de crier dans la maison, ils auront le droit de rentrer. Donc, ou alors s'ils poursuivent quelqu'un et qu'ils savent que cette personne est rentrée chez toi, dans ce cas-là, ils peuvent entrer chez toi. Donc, 3, si tes droits sont violés, tu n'es pas obligé de régler la situation à chaud, mais tu peux rédiger une plainte seul ou à l'aide de ton avocat pour expliquer la scène comme elle s'est passée. Donc, ne pas parler mal aux policiers, ça c'est clair, parce qu'ils vont toujours chercher à te provoquer et tout, car la police est infestée de racistes hein, et de frustrés, tout le monde le sait. Donc, même s'il y en a qui font leur travail, d'autres sont là parce qu'ils n'ont trouvé rien d'autre d'intéressant à faire et ils ont une certaine haine, quoi, qu'ils veulent distribuer, qu'ils veulent propager à d'autres personnes, parce que bah, voilà, c'est comme ça les frustrés, hein, donc les jaloux aussi. Donc quand c'est dans la voiture, montre ton permis de conduire et les papiers du véhicule. S'ils veulent fouiller ta voiture, tu as le droit de ne pas consentir à ce qu'ils fouillent ta voiture. Euh, donc tu as le droit de leur dire que bah voilà, ils n'ont pas à part s'ils ont un papier du juge, effectivement. Donc, troisièmement, s'ils te donnent une contravention, bah, tu peux être arrêté si tu refuses de la signer. Donc, tu as l'obligation de la signer en fait. Sinon, tu peux être arrêté, mais après, tu peux toujours justifier, euh, euh, tu peux toujours faire des revendications et expliquer un peu ton cas. Donc, il y a des cas où les contraventions sautent, donc tu pourras toujours défendre ce cas plus tard. Quatrièmement, si tu es suspecté d'alcoolisme au volant et que tu refuses de subir un test d'alcoolémie, par exemple, tu risques une suspension de permis. Mais ils n'ont pas le droit de te brutaliser, de te mettre de te faire un test forcé et tout. Ils n'ont pas le droit de te toucher à la base. Donc, ça, tu dois le savoir pour pouvoir esquiver un peu les pièges de ces personnes-là, de ces personnes frustrées. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à la partie suivante. Bon, au cas où les policiers t'emmènent au poste de police. Ça, c'est un autre cas. Le cas où les policiers t'emmènent au poste de police, tu as le droit de garder le silence et de parler aux policiers que en présence de ton avocat. Donc, petit 2, si ton cas est compliqué, tu sais que tu es un petit peu impliqué plus ou moins dans l'affaire, ne dis rien à la police, excepté ton nom et ton adresse. Tu n'es pas obligé de leur parler. Ne donne aucune explication ni excuse ou histoire. Tu peux préparer ta défense pour la cour avec ton avocat et en fonction de ce que ton avocat et toi auront décidé. Donc, euh, troisièmement, il faut demander à avoir un avocat tout de suite, si possible. Et puis, si tu ne peux pas payer d'avocat, le droit te permet d'avoir un avocat gratuitement, un avocat commis d'office, en fait, qui te permet
voilà, qui va te permettre de justement qui va te donner les conseils de base vraiment pour ta défense. Et tu as le droit de demander à la police comment est-ce que tu peux contacter ton avocat. Et ne parle pas, ne dis rien sans avocat en fait. Quatrièmement, après ton arrestation, tu as le droit de passer un coup de fil. Si tu te fais arrêter, tu as le droit de passer un coup de fil à un membre de ta famille, à un avocat ou à une personne que tu connais, à une personne de confiance. Et les policiers n'ont pas le droit d'écouter ta conversation avec ton avocat. Donc tu peux leur demander de la discrétion, tu peux aller dans un coin et appeler ton avocat clairement pour discuter du cas avec lui, des premières réactions, enfin des premières décisions à prendre. Cinquièmement, ne prends aucune décision sans avoir parlé à ton avocat. Ça, c'est très important. Ne prends aucune décision sans avoir parlé à ton avocat. Parce que lui connaît mieux le droit, il pourra te guider. Ensuite, pour ceux qui ont la malchance d'être pris dans les mailles du filet, on va dire, hein, ceux qui n'ont pas de chance, ceux qui ont la malchance d'être pris dans les mailles du filet, voilà. Si vous êtes en prison, enfin, on peut vous enfermer pour. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Comme tel que je le dis là, en général, on ne se sent pas concerné jusqu'au jour où ça arrive, surtout pour les hommes, hein. Les hommes, on sait bien combien les policiers harcèlent, surtout, enfin, en général, plus les hommes noirs, parce que je ne sais pas pourquoi. Donc, et on se retrouve beaucoup plus en prison que nos femmes. D'accord. Donc, je vais au poste de police en prison. Ne te mets jamais dans. Je vais lire, hein, je vais lire les conseils. C'est 20 conseils typiques que j'ai eus qui peuvent servir à quelqu'un à un moment donné de sa vie, quoi. On ne sait jamais. Donc, ne te mets jamais en cellule avec un ami. Euh, mais mets-toi dans la même cellule avec quelqu'un avec qui tu peux t'entendre, simplement, mais pas avec un ami. Deuxième conseil, c'est difficile de vivre en cellule avec une personne. Ce serait aussi difficile de vivre avec ta propre femme dans une cellule. Donc, sois tolérant et parle avec ton co-détenu. Parle avec lui, échangez quoi. Dis-lui quand ça va pas, quand ça va et tout. Donc, il faut que la communication soit fluide. Troisièmement, à ton partenaire, donne à ton partenaire par jour au moins 1 heure de temps de solitude dans la cellule. Donc, tu en as besoin également. Demande la même chose pour toi. Donc, il y a un moment où on a besoin d'être calme. Enfin, un être humain normalement constitué a besoin au moins d'1 heure de calme, d'être avec soi-même, de ranger ses affaires et de réflexion. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, quatrièmement, respecte le matériel de ton co-détenu, ne lis pas ses documents ou ses papiers, ne mange pas sa nourriture et insiste qu'il te donne le même respect. Donc, cinquièmement, ne parle pas de ton co-détenu à d'autres prisonniers. Tu as des défauts comme il en a, gardez vos problèmes dans la cellule. Ne parle pas mal de lui à d'autres prisonniers. Ne commente pas sur ses habitudes. Ne fais pas de commentaires sur ses habitudes. Sixièmement, il ne faut pas le critiquer, par exemple. Il ne faut pas faire des critiques à ton co-détenu parce que personne n'est parfaite. Et puis, ça reste quand même non productif de faire des critiques à ton co-détenu. 7. Tu dois insister que ton co-détenu garde ses maladies pour lui. Par exemple, s'il a la grippe et tout, qu'il ne te tousse pas dessus, on va dire. En gros, huitième, ne mets pas ta radio ou ta télévision si fort que ça dérange les voisins en fait. Essaye de ne pas être entendu dans les autres cellules, ta télévision, ta radio, ça peut être très irritant pour les autres prisonniers et susciter leur haine. Ils vont te regarder, ils vont vraiment mal te regarder s'ils n'arrivent pas à dormir ou à faire leur sieste ou à penser tranquillement. Donc, vraiment le son doucement. En prison, les vols des co-détenus sont particulièrement détestables. Donc, on ne se vole pas entre prisonniers.
Tu peux voler à la cuisine, tu peux voler les affaires du gardien, tu peux voler le gouvernement, mais jamais un autre prisonnier parce il retrouvera ses affaires et ben, à un moment donné, ils feront des enquêtes et ils sauront que c'est toi. Donc, voleur de prisonnier, c'est très mal vu. Ne parle pas de la famille d'un autre prisonnier. Ça, c'est très important. La famille de quelqu'un, c'est un peu on va dire son jardin secret, son havre de paix. Il ne faut pas parler de sa famille, en particulier de sa femme ou de sa petite amie. Ne leur écris jamais et ne les appelle jamais. C'est la seule chose qu'un homme a vraiment, c'est ça, c'est sa famille, quoi. Voilà, ça c'est le dernier carré, on va dire le noyau dur. Ne te vante pas de tes richesses, des richesses que tu as à l'extérieur de la prison, garde ça pour toi. Euh, Sinon, les prisonniers se comporteront mal avec toi pour rien et tu seras en danger. Donc, je continue dans la même lignée, toujours les conseils pour quelqu'un qui a le malheur d'être détenu, on va dire. Ne te moque pas des prisonniers illettrés ou ignorants. Aide-les à apprendre et à lire s'ils le souhaitent. Donc, 14. Ne viole pas d'autres prisonniers. Ce ne sont pas des substituts de femmes, ce sont de dangereux criminels, hein. Et en général, d'après l'étude sur laquelle je me suis basé aussi, une étude psychanalytique, en général, ceux qui ont ce type de relations sont les mêmes qui s'entretuent entre eux. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être c'est la jalousie, j'en sais rien. Ben, en tout cas, il faut pas remplacer un homme par une femme en prison, quoi. Ça, c'est clair. Euh, ne combat pas les autres prisonniers, mais combat le système avec tes mots et avec des arguments, avec des documents. Ils vous maintiennent divisés. Le système maintient les prisonniers divisés et aime quand vous combattez entre vous. Vos divisions leur permettent de garder leur pouvoir en fait sur vous et de vous écraser. Bon, c'est un peu comme la grande prison, hein, enfin la grande prison Babylone, des plantations et tout. On essaye de maintenir le peuple divisé. Ça ressemble beaucoup à... Ce que j'aime bien sur ces conseils, c'est que ça ressemble beaucoup à la vie à l'extérieur, à la vie réelle, quoi. La vie réelle aussi, beaucoup de ces conseils sont applicables également à la vie à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager ça ici avec vous. Donc, organise ton temps et ne t'engage pas dans les gangs, en fait. Les cliques ou les groupes, car le groupe est si le groupe a des problèmes, si tu appartiens à un groupe, même si tu es tranquille dans ton coin, si le groupe a des problèmes, toi tu en auras parce que tu fais partie d'un groupe. Donc tu portes la responsabilité enfin, des malfaisances d'autres personnes, on va dire. Et il y a beaucoup de risques donc il faut éviter d'être dans des gangs, dans des groupes en prison. Bon, en général, même les gangs se forment à l'extérieur et ce sont des gangsters qui se retrouvent en prison, ils continuent leur famille. Sinon, voilà, c'est pas en prison qu'on crée les relations, les meilleures relations. Limite le nombre de personnes que tu côtoies à un minimum. Donc, il faut vraiment côtoyer un minimum de personnes, une, deux, enfin, si possible, des personnes qui partagent peut-être les mêmes valeurs que toi. Ne balance aucun prisonnier chez les gardiens. Sache que tu peux être balancé à l'occasion, alors ne dis à aucun prisonnier les informations que toi tu n'aimerais pas que le système carcéral sache. Donc il ne faut pas parler, il ne faut pas raconter sa vie à tout va. Si tu connais un traître, tu peux lui donner de fausses informations et il sera discrédité euh, en les balançant au système carcéral. Donc, ne fais confiance qu'à toi seul en prison. C'est 18, conseil numéro 18. Ne fais confiance qu'à toi seul. Ne fais pas confiance au système pour s'occuper de toi. Il te rendra malade et ce n'est pas dans son intérêt de t'aider. Ton bien et ton bien-être n'intéresse pas du tout le système carcéral. Quand tu es malade, insiste pour avoir un traitement, insiste pour voir un médecin. Pour eux, tu es moins important qu'un chien de policier. Donc, tu n'es qu'un numéro en fait. Parfois même, tu n'es qu'un numéro. Donc, 19. Le plus important en prison est de trouver un moyen d'en sortir. Donc, ça doit vraiment être ta préoccupation première, c'est vraiment de sortir de prison, de sortir de là, de cette cage et tout. Donc, ensuite,
sortir de la prison, fais tout ce que tu peux pour sortir. Tes objectifs en priorité, c'est survivre déjà et sortir et gagner ta liberté. Ça, ce sont tes priorités en prison. Donc, 20, ben, ne pense pas trop, vis un jour à la fois, vis pour aujourd'hui. À chaque jour suffit ta peine. Parce qu'en prison, si tu réfléchis trop, ben, tu risques aussi de partir en vrille. Parce que les réflexions vont forcément vont souvent tourner à la négative et tout. Et tu auras des pensées positives qui vont assaillir ton esprit et bah, tu vas perdre espoir, quoi. Donc voilà un peu pour tout ce qui concerne voilà un peu pour tout ce qui concerne voilà pour tout ce qui concerne la vie en prison. Alors donc voilà un peu. On va faire ça comme ça. Communauté, pardon pour le bruit, c'est vraiment c'est viral là. Ok, reconnexion à OBS réussie. D'accord. Alors, oui, donc je disais, avoir un comportement contre-raciste, ça veut dire donner de la priorité à sa communauté en toute chose. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé dans les présentations précédentes, mais bon, je voulais juste faire un récapitulatif hein, par rapport à l'actualité, à ce qui se passe actuellement. Donc, qu'on soit bien fixé dessus, connaître l'histoire de sa communauté, apprendre l'histoire à ses enfants. En deux, acheter des livres et les livres dans sa communauté. Et dans la communauté afrocentrée, essayer de se renseigner, essayer de connaître mieux l'histoire et tout, essayer de vraiment s'ancrer, quoi, essayer de s'ancrer dans sa culture, on va dire. Euh, Arrêter de se sentir obligé d'être universaliste, de faire plaisir aux autres, quoi. Vraiment penser à soi, penser à son peuple, penser à soi, penser à sa famille, penser à ses enfants, à sa conjointe, à son conjoint, et rester vraiment concentré sur l'intérieur. C'est entreprendre entre nous, développer la confiance en nous, la confiance entre nous déjà, essayer de trouver, parce que parfois certaines personnes me disent, oui, les Noirs sont trop comme ça, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, on n'a pas tous les, oh, je suis fatigué d'acheter ces Noirs, c'est toujours de mauvaise qualité, il y en a certainement qui ont des produits de bonne qualité, moi j'en connais. Donc on cherche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on insiste, on persiste jusqu'à ce qu'on trouve un commerçant, un entrepreneur africain avec qui on peut dealer, qui nous vend de bons produits ou qui nous reçoit bien dans son resto ou voilà quoi, ou bien qui est toujours à l'heure dans nos appointements, on va dire, dans nos décisions stratégiques et tout. Et oui, il y en a, ben, c'est comme partout ailleurs, hein, c'est juste que ben, comme on est dans la communauté, on ne se rend pas compte, il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout. Donc, on va pas faire une fixation, toujours dénigrer, toujours parler mal de notre communauté. Ça aussi, il faut arrêter de faire ça en public. Entre nous, on peut se dire des choses, mais en public et tout, face à d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle du sell-out. C'est de la traîtrise, en fait. Donc, bon, éduquer ses enfants aussi dans ce sens-là, leur apprendre les langues, vraiment développer un amour de soi. Parce que c'est quand on va s'aimer, quand on va faire les choses on va mettre une priorité sur nous. Après, rien n'empêche d'aller manger ailleurs pour enfin, de découvrir le monde, quoi, de s'ouvrir, de découvrir d'autres plats, d'autres pays, thaïlandais, chinois, mexicains, libanais. Mais d'abord, la priorité, c'est un peu chez nous, quoi. Donc arrêtez de jouer au nègre de service, il faut se respecter parce que quand tu te respectes, les autres te respectent. Peu importe qui c'est, il faut juste avoir cette qualité-là, il faut développer cette qualité-là. Donc engagement associatif, c'est très important de s'engager parce que oui, on va marcher un jour
Ça fait du bien, ça défoule, hein. Et en plus, c'est un très bon sport marcher. Mais si après, 2 minutes après, on est incapable de dire bonjour à un autre, à un frère ou à une sœur, ou alors qu'on est incapable d'aller s'asseoir dans un restaurant, de soutenir, ou alors de s'engager dans une association, il y en a plein, il y en a de plus en plus sur Paris. Donc vraiment, pouvoir donner même 1 heure dans sa semaine ou 1 heure du mois à une association, ou alors une bouteille de bissap, j'en sais rien, un gâteau, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc, bah, mettre ses finances aussi au service de sa communauté, donc des banques, chercher des banques africaines, mettre une partie de ses revenus dedans, parce que bah, c'est aussi ça, c'est notre argent qui fortifie les autres, c'est parce que nous, on ne fait que consommer, on ne réfléchit pas, on ne sait pas, enfin, quand je dis on, c'est globalement, mais il y a quand même beaucoup de gens chez nous qui commencent à comprendre, et ça, c'est très positif, je veux dire, c'est très encourageant de voir que les choses commencent à changer. Donc, un raciste est un moins que rien, hein, qui ne mérite ni ta haine ni ton attention, mais ton ignorance. Donc il faut vraiment les ignorer parce que c'est des gens qui se sentent tellement mal qu'ils ont envie de transmettre leur malaise. Et le truc, c'est de ne pas, il faut pas succomber. Enfin, c'est un piège en fait. Il faut pas se laisser prendre par ça. Il faut vraiment se protéger. Et ben oui. Et puis avant de faire les marches, c'est vrai, le peuple s'est mobilisé beaucoup ces derniers mois. Il a fait des mouvements et tout. C'est bien parce que bon, ça permet de se rencontrer aussi. Ça permet de sensibiliser d'autres personnes sur la douleur qu'on peut avoir de voir des images aussi horribles, aussi abjectes à la télé, de nous inonder avec ça et tout partout. Donc, donc il nous faut des objectifs bien définis, il faut vraiment être afrocentré. Nous manquons parfois de stratégie, on n'a pas des objectifs bien définis quand nous faisons nos marches et tout, quand nous faisons nos mouvements, c'est parfois spontané, parfois vraiment. Et dans ces cas-là, il y a un risque de récupération politique au service de l'oppresseur. Il y a aussi une propagande négative, on va nous montrer, ouais, ils vont dire plein de choses qui pourraient être ben, négatives. On a vu des cas où quelqu'un se fait assassiner récemment et où les journalistes trouvent quand même le moyen d'accuser la personne ou de le traiter de voyou, de je sais pas quoi, de gangster, j'en sais rien. Ou alors de dire que c'était juste une petite maladie qu'il avait alors que tout le monde a bien vu. Bah, c'était évident, quoi. C'était évident. L'agression est juste évidente, quoi. Donc, le fait aussi c'est bien aussi que nous sortions de l'illusion et de la confusion. Donc, il faut vraiment avoir sa ligne de démarcation, hein. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Donc, tout ce qui ne fait pas partie de la solution fait partie du problème. C'est ce que je dis toujours. Si j'analyse, moi parfois je m'analyse et tout, je me dis, est-ce que ce que je fais là fait partie de la solution? Tous les jours je me demande ça. Est-ce que ça fait partie de la solution de notre libération? Si ça ne fait pas partie de la solution, j'abandonne et je trouve une autre alternative qui fait partie de la solution. La solution, c'est bah, rester entre nous, faire les choses entre nous, quoi. Parce que de l'autre côté, tant que l'Afrique ne sera pas libre, parce qu'on n'est pas libre, on est sous la botte coloniale, on va dire. Tant que l'Afrique ne sera pas libre, je pense qu'on n'aura aucun respect nulle part ailleurs, nulle part sur cette terre. Donc c'est vraiment notre priorité, c'est la priorité des priorités. Et puis, c'est un processus. La libération est un processus. C'est pas un événement. C'est pas en marchant que l'autre va être très touché. Oh mon Dieu, franchement, ils sont trop attachants, ces noirs et tout. Je les adore. Les pauvres, ils souffrent et tout. Non, c'est pas ça en fait. Il faut pas attendre ça de quelqu'un d'autre. C'est un processus, c'est pas un événement. Pensez que c'est en faisant un truc, un événement spontané que les choses vont changer. C'est vraiment ne pas bien considérer le problème. Parce que d'après Bomani Barouti et ou ici docteur Frances Cress-Welsing, dont vous voyez le livre là en bas à ma droite, l'un de mes préférés. euh, ce n'est que par le processus, c'est-à-dire génération après génération, éducation après éducation. On ne peut pas passer toute l'année à oublier le combat et puis un jour, le jour
où on pète un câble, on est touché, on va marcher. Parce qu'on ne fait pas le nécessaire tous les jours. C'est un processus, c'est pas demain que ça va changer. C'est un processus lent, c'est un processus long. Bon, moi, ni Barotti dit il nous faut 1000 ans pour vraiment obtenir complètement, mais je trouve que c'est un peu long, mais bon, enfin, il dit c'est à peu près le même temps qu'il a fallu pour nous mettre dans cette situation, c'est à peu près le même temps qu'il faudra pour nous sortir de là. C'est l'analyse de Bomani Barotti, qui est quand même un scolaire, un grand enseignant, un grand professeur dans l'afrocentricité. Bon, 1000 ans. C'est pas demain matin, on est d'accord. Donc vraiment, c'est de génération en génération, patiemment, c'est un travail constant sur le temps et ce sera pas un beau matin comme ça. Donc, et puis on a d'autres modèles, on a d'autres peuples qui ont été sous le joug colonial mais qui se sont en sortis. On a des modèles quand même, on peut regarder un peu comment ils font, qu'est-ce qu'ils font pour que ça réussisse. Pour que ça réussisse, ils se mettent juste entre eux, ils se font confiance, ils éduquent leurs enfants, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices et ils donnent un sens à leur vie en fait. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment un travail au quotidien. C'est pas un mouvement, une marche. On peut faire le tour du monde en marchant. Déjà, si je pense que si la marche libérait un peuple, nous serions le peuple le plus libre de la terre, hein, parce qu'on a marché quand même plus que tout le monde. Et on ne fait que marcher. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu cherches une solution, quand tu essayes quelque chose et que ça ne marche pas, je pense que la moindre des choses, c'est d'en essayer une autre, hein, d'essayer une autre chose, quoi. Euh, donc, alors, il y a quelque chose qui... Oui, donc, oui, c'est ça, en fait. Ouais, si, il faut penser à faire les choses au quotidien. C'est parfois, on appelle ça la mentalité de raccourci. C'est comme les gens qui veulent s'enrichir ou qui veulent monter une entreprise, c'est pas du jour au lendemain. Il faut être patient, il y aura des échecs, il y aura des victoires, il y aura tout un chemin, mais c'est le chemin qui compte aussi. C'est ce que tu as fait sur le chemin. C'est est-ce que tu es capable de te regarder dans la glace et de dire aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait pour honorer mes ancêtres. J'ai fait ce qu'il faut. Je fais partie de la solution, je ne fais pas partie du problème. Et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est un travail quotidien. Ça demande de la discipline, ça demande de la volonté, ça demande de l'amour pour soi. Et donc, je pense que c'est un peu là c'est un peu là qu'on se trouve, quoi. C'est à ce niveau-là que notre peuple doit le plus travailler. Donc, voilà, en ce qui concerne les marches, hein, tout ça, je voulais vraiment parler de ça. Je pense que profondément, intérieurement, et en m'étant beaucoup informé sur la chose, je vois le travail à accomplir et je pense que oui, je ne vais pas condamner ceux qui marchent. Franchement, je pense que c'est bien aussi, mais je pense que si on va plus en profondeur, on peut marcher et faire encore autre chose. Marcher et s'engager, marcher et s'occuper bien de sa femme, marcher et mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il n'y a pas de... Toute solution est bonne à prendre, mais bon, je voulais quand même mettre un bémol sur la marche isolée, quoi. La marche sans plus rien après. Quand on marche, il faut des choses après. Enfin, il faut faire des choses. Il y a des choses qu'il faut faire. Et tous nos leaders le disent dans leurs documents, donc dans leurs livres, sur leur travail. Donc je ne fais que reprendre ici parce que je n'invente rien. Je ne suis que le petit maillon d'une grande chaîne, d'une immense chaîne. Donc je fais un peu un relais pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le sujet. Donc, je reviens un peu à mon travail de la dernière fois. Enfin, je reviens au sujet vraiment des post-traumatic stress disorder sur lequel je me penchais au départ. Donc, la paranoïa parentale, le fait que on sort un peu de l'actualité. Je vais continuer sur la partie. En fait, ça avait planté, j'ai pas pu présenter cette partie. Je vais être assez rapide quand même parce que j'ai commencé avec un certain retard. Je vous présente encore mes excuses. Voilà. Donc, alors, je vais être rapide.
C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais comme j'avais pas d'image, c'était vraiment, c'était pas complet, je pense. Donc la paranoïa parentale, toujours en revenant sur les PTSD, euh, certains versaient sur la peur de l'échec, ce que Jay-Z dit. L'échec est quelque chose que tout le monde traverse, mais personne, en particulier d'où je viens, ne veut vraiment en parler. Mais faire face à ce genre de sentiment peut être une puissante motivation pour changer et se dépasser. Ça l'a été pour moi. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la peur, n'est pas forcément quelque chose de négatif. La peur, c'est quand tu la gardes, même quand le danger est passé, c'est quand tu la gardes au quotidien qu'elle peut être dangereuse. Mais il y a les bonnes peurs et la peur se contrôle en fait. Il faut la contrôler. Oui, tu as peur de l'échec, ben, tu travailles, tu t'informes, ça va te pousser à aller faire des recherches, à aller dans des médiathèques, à acheter des livres, à dire, bon, il faut que je sache ça, comment il faut que je fasse. Je ne veux pas du tout me retrouver dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Donc, justement, la peur peut être une très bonne source de motivation, justement, parce que, ben, étant donné que tu veux pas te retrouver dans cette situation, ben, tu vas tout faire pour que ça doit être un moteur, en fait. Ça doit pas être un phénomène paralysant, en fait, qui t'empêche d'agir. Tu dois agir malgré les échecs, malgré les fêlures et tout et continuer d'avancer. Donc là, je présentais certaines personnes de notre communauté qui ont quand même connu un grand succès, que ce soit dans l'enseignement avec le docteur Kamau Kambon au milieu avec ses enfants et sa femme, que ce soit Sean Camp, Puff Daddy, que tout le monde connaît, Jay-Z, Snoop, une famille africaine. Donc voilà, et la paranoïa parentale justement, c'est le fait que les parents aient peur à la place de leurs enfants en fait. Enfin, ils ont peur pour leurs enfants. Et le livre qui m'a inspiré pour parler de ça, en fait, le héros, enfin on va dire celui, celui, celui qui écrit le livre, en fait, il dit à un moment donné que chaque fois qu'il va chercher sa fille à l'école, sa petite fille à l'école, avec son 4x4, il s'imagine qu'un agresseur a pris en otage sa fille qui lui roule dessus avec son 4x4, quoi. Donc il a peur tout le temps, il se dit que bah, si ça arrive, je vais carrément lui rouler dessus avec mon 4x4, quoi. Et il y pense tous les jours, ça devient comme une sorte de paranoïa, il a peur alors qu'elle est tranquillement à l'école et tout, mais il fait vraiment attention et c'est important. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'obsessionnel, c'était devenu un peu une obsession pour lui avant qu'il ne voie le psy et qu'il lui explique ce problème de peur, de paranoïa parentale en fait, d'avoir peur pour son enfant, où qu'on soit, de baliser. Donc tout ça, ça contribue aussi à un désordre post-traumatique. Donc, enfin, pour continuer, les humanités classiques. Alors, humanité classique africaine, les parents africains, en fait, les parents qui se disent africains doivent donner une éducation africaine à leurs enfants. Une éducation, donc, leur faire connaître les humanités classiques africaines, c'est-à-dire tout ce que l'Afrique a fait, a apporté à l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en termes de science, en termes d'histoire, en termes de philosophie. Tout ceci va développer leur confiance en eux. Ils vont savoir que si leurs ancêtres en ont été capables de construire de grands temples, de grandes pyramides, de faire des inventions scientifiques, même modernes, même pas que dans l'Antiquité, même jusqu'aujourd'hui et tout. Euh, la lampe électrique, le masque à gaz, opération à cœur ouvert, plein de choses ont été plein de choses qu'on utilise ici aujourd'hui. Philippe Emeguali, par exemple, pour Internet également, il est encore vivant, hein. Il y a des savants partout et il faut le faire savoir aux enfants que oui, voilà, si tu t'engages en sciences, tu peux devenir comme Philippe Emeguali, tu peux devenir comme Gareth Morgan, tu peux devenir comme Latimer, tu peux devenir, enfin, il y en a tellement euh, euh, de chercheurs dans ce sens-là. Donc faire connaître ça à l'enfant, prendre des responsabilités, rester discipliné, rester accroché sur ses valeurs afrocentrées et tout, continuer l'étude, étudier la sagesse africaine,
prendre conscience de sa mission ancestrale et faire des actions, s'engager, ne pas rester dans son coin et ne marcher que le jour où vraiment on le sent. Non, c'est un travail quotidien, c'est un travail de discipline. Même si tu le sens ou que tu le sens pas, tu dois le faire. Parce qu'à la fin, à long terme, petit à petit, progressivement, tu vas atteindre, aboutir à la réalisation progressive d'un idéal qui a de la valeur. Donc tu vas te donner de la valeur, tu vas mieux plus t'aimer, tu vas plus te respecter et tu vas de plus en plus savoir ce qu'il faut faire. Donc tout ça, Humanité classique africaine, entraîne une philosophie qui entraîne une attitude qui engendre des actions et des actions qui engendrent des résultats. Donc ces résultats sont liés dans l'idéal à un type de vie mahatique, donc la Mahat, l'équilibre et l'harmonie. Donc, participer aussi à sa communauté, dans l'économie de sa communauté, faire des choix dans sa vie amoureuse également dans sa communauté, faire des choix au niveau de sa santé dans sa communauté également, ses finances, investir en Afrique, investir dans sa communauté, spiritualité, avoir une spiritualité également afro-centrée. Après, bon, ça se discute, hein, mais bon, là, je présente vraiment le cœur de notre sujet. Je sais que chacun suit sa voie après, hein. Tout le monde est libre, mais bon, moi, je présente juste en tant qu'afro-centré, moi-même, en tant que, si on peut dire, on peut considérer comme Kamit également, en tant qu'enfant de l'Afrique et pro-black, tout ce que vous voulez. Donc moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et on est là pour se connecter avec des personnes qui pensent comme nous, parce que on n'a pas besoin que tout le monde pense comme nous. On n'a pas besoin de ça, parce que c'est pas solide. Ça doit être une conviction profonde. C'est pas, du jour, ça s'improvise pas. C'est beaucoup d'années de réflexion et de travail en fait. Donc dans la phase en dessous, il faut éviter de blâmer les autres, de se plaindre tout le temps, de vivre en spectateur, éviter de la haine de soi, c'est-à-dire fuir vers les autres communautés par exemple, c'est pas malin parce que de toute façon, tôt ou tard, on sera rejeté. Ça, on finit par le savoir un peu à ses dépens. Ignorance, éviter aussi d'être ignorant parce que vraiment, c'est le manque de connaissances qui donne la force à l'ennemi. C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment de recherches de notre côté. Alors, quand on suit on va dire la courbe du bas, hein, on passe à côté, il y a de fortes chances qu'on passe à côté de sa mission de vie, de ne pas explorer le vrai soi, donc, qui on est et tout, profondément, et son pur potentiel en fait, parce que ton potentiel vient de ce que tu es de manière intrinsèque, ton potentiel ne peut pas venir de l'extérieur, quoi. Et tant que tu ne sais pas quelque chose, tu ne sauras pas que ça existe, et si tu ne sais pas que ça existe, tu ne sauras pas faire le choix en conséquence. Donc tu feras forcément un choix qui est à l'extérieur de toi-même, et puis tôt ou tard, la vérité nous rattrape. Donc ce n'est pas tôt ou tard la vérité nous rattrape. On va dire, on ne fuit pas la vérité. La vérité, elle est toujours là. Et c'est l'une de nos principales vertus cardinales. En plus, c'est vérité et justice. Donc, on va avancer quand même. Pour l'éducation des enfants, franchement, j'ai vu un livre. Enfin, il y a un livre dans la sphère francophone qui est vraiment très intéressant. C'est le livre de Jalissa Sekhmet, sur l'histoire de l'Afrique pour les enfants. C'est vraiment très intéressant parce que c'est bien illustré. C'est vraiment un livre super intéressant que je trouve vraiment intéressant. C'est le livre que j'utilise aussi pour donner des cours dans l'association Djelima parce que c'est bien illustré. Il y a 8 grandes parties. Il y a la naissance de l'homme. Ça permet déjà à l'enfant de connaître la jeunesse parce que c'est très important de connaître c'est la jeunesse, c'est le début. C'est vraiment les premières questions philosophiques qu'un enfant se pose avant l'âge de 5 ans. C'est vraiment de savoir où je veux,
d'où je viens, où je suis, et c'est très imagé. Donc l'image, c'est très important de mettre sur cet écran de cinéma là, dans la tête de l'enfant, de projeter des images positives. Et ce livre est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai fait une diapo quasiment dessus, quoi. Ça parle ensuite de la naissance de la civilisation aux sources du Nil, de la Nubie, troisième chapitre, quatrième chapitre, l'Égypte pharaonique, qui est vraiment très intéressant, très riche. Les grands empires africains, ça parle des empires, de l'époque impériale et tout. Ça parle de la traite négrière arabe, ça parle de la diaspora africaine dans le monde également. Récemment, Marcus Garvey, enfin, toute la diaspora, vraiment toutes les grandes figures de notre histoire sont dedans et c'est vraiment un travail magnifiquement fait. C'est pour ça que j'en parle dans cette présentation. Je pense que tout le monde devrait l'avoir chez soi. Ça devrait même quasiment être une Bible de l'histoire, on va dire, la Bible historique. Donc, pardon, pardon, oui, donc j'ai été interrompu. Pendant ma pause, je vais appeler. Donc, j'ai été interrompu par un coup de fil. Alors, donc, l'Égypte pharaonique, les grands empires africains, la naissance et l'évolution des États africains contemporains, donc l'Afrique d'aujourd'hui également, comprendre quels sont les processus qui ont fait en sorte que l'Afrique soit aujourd'hui et quels sont les grands enjeux vraiment de l'Afrique aujourd'hui. Donc, ça, c'est un schéma que j'avais déjà montré. Mieux, qui dit que plus on plonge ses racines dans son histoire la plus lointaine, plus on est un être humain accompli, épanoui. Donc, plus on va en profondeur, on va chercher en profondeur, mieux ça vaut. Donc, c'est ça. Ne quittez pas 2 secondes. Alors, oui, je suis de retour, mes frères et sœurs, les amis, donc on va continuer. Alors, donc, voilà un peu en ce qui concerne ça. Vraiment, je propose ce livre à tout le monde parce qu'il m'a beaucoup aidé à préparer mes cours et tout pour les enfants. Même si c'est pas mon métier, bon, on s'improvise même professeur parce que bah, on est dans une situation d'une telle urgence que bah, il faut tout faire en fait. Il faut faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires pour que le peuple se réveille, pour que l'autre peuple se réveille et prenne son destin en main. Donc, parce que l'histoire, si vous voyez à moins 600 ans, là, la partie rouge, c'est vraiment la partie zombie, quoi. Si tu connais que cette partie de l'histoire, il y a aucune chance que à long terme même, que tu t'épanouisses en tant qu'être humain. Donc, voilà un peu, on va avancer quand même. Euh, bon, comment survivre à une famille dysfonctionnelle? Ça, vraiment, j'avais fait ça. C'est pour les enfants, c'est pour les jeunes qui nous regardent, qui ont des problèmes, on va dire, particuliers dans leur famille et tout, et qui n'arrivent pas à s'épanouir. Donc, je leur ai donné quelques conseils également. J'en avais parlé la dernière fois, mais je vais vraiment être rapide dessus. Rappelle-toi euh, que les personnes de ta famille ne sont que des humains. Ils ne peuvent pas être parfaits. Ils ne le seront jamais. Tu dois faire mieux qu'eux. 2. Cette situation peut te rendre incroyablement fort ou pitoyablement faible. C'est à toi de choisir. 3. Des personnes malades peuvent avoir des enfants, mais ces enfants ne sont pas obligés d'être malades également. 4. Tu dois parfois accepter les gens tels qu'ils sont et composer avec leur folie sans devenir fou toi-même. 5. Les personnes qui sont remplies de chaos ont tendance à le distribuer autour d'eux et passent plus de temps à blâmer les autres qu'à chercher une solution interne. 6. Tu peux les substituer,
tes parents, hein, ou ton entourage, tu peux les substituer avec quelqu'un de confiance que tu connais, qui est sage, qui pourra te conseiller, un mentor que tu admires, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a réussi sa vie de famille, enfin, quelqu'un vraiment de respectable, quoi, qui a réussi ou sa vie, si c'est une question de vie de famille, qui a réussi dans le business, même s'il n'a pas de vie de famille, enfin, quelqu'un dont un conseiller dans le domaine dans lequel tu aimerais exceller. Si c'est un grand sportif, bah, tu peux aussi, vraiment un grand frère, quoi, que tu trouves beaucoup plus sain que tes parents, que ton environnement, qui te donne vraiment de bons conseils et qui est honnête avec toi. Même si ça fait mal, même si ça pique, justement, c'est les conseils qui piquent le plus qui sont les meilleurs conseils. 7. N'hérite pas des défauts de ta famille des défauts qui empoisonnent ta famille et brise le cycle. Donc, essaye de faire en sorte que ça s'arrête à ton niveau, ne reproduis pas ça au niveau de tes enfants. Ben, fuir ne marche pas toujours, car après, il faut trouver un moyen de se loger et tous les dangers de la société qu'on rencontre, quoi. Il y a plein de dangers quand on est mineur ou fin mineur ou jeune adulte, c'est pas évident de trouver ses marques, surtout si on n'a pas de formation professionnelle et qu'on ne peut pas être autonome financièrement, c'est un autre cas, quoi. La dépression n'est pas une option. Il faut jamais accepter d'être déprimé, il faut se battre. Force-toi à regarder le bon côté de la vie, les côtés positifs, les bonnes choses que tu as, les bons amis, les bons livres, la bonne formation que tu as, les études que tu as la chance de faire, et, euh, et regarde vraiment le meilleur côté de la vie. Dès que la découverte, la curiosité, quoi. Il y a toujours de belles choses à découvrir, donc ça sert à rien de s'enfermer dans une boîte et de déprimer. Évite la confrontation avec les personnes dysfonctionnelles. Tu ne gagneras jamais à te disputer en fait. Évite les interactions sauf si nécessaire. Pas une, c'est pas une excuse pour traîner en bas au quartier, mais bon, il faut quand même éviter. Tu peux aller dans une médiathèque, aller dans un club de sport, lire un bon livre. 13. Une maison non structurée produit de la paresse et l'échec. Alors discipline-toi, c'est pas évident de s'en sortir, d'être motivé dans un tel environnement. Vraiment, il faut se motiver, quoi. Transforme ta frustration et ton stress en énergie créative. Trouve un hobby, la musique, le dessin, la peinture, le sport, la programmation de robots, une activité qui te permet voilà, d'absorber ton énergie et de te concentrer. Un espace où tu pourras aussi t'évader et qui te fait oublier le chaos familial. Donc, alors, ici, la corrélation, bon, ça c'est un peu le résumé de cette partie. Après cette petite partie, je vais faire vraiment une légère pause de 5 minutes. Après avoir fait cette conclusion, corrélation clinique, toujours par rapport à Charlemagne Dagod, là, le monsieur, enfin, qui m'a inspiré cette présentation sur les désordres post-traumatiques parce qu'il a vu un psy. Donc, pas confus. Ça, j'en avais déjà parlé, mais je pense que bah, je vais aussi aller assez vite là-dessus. Euh, donc, sa mère était. Bon, quand il parle de sa mère, hein, il a rencontré son père plus tard et tout, et il en a parlé avec son père parce que son père avait, pour récapituler, son père avait trompé sa mère, son père avait créé une autre famille en parallèle et tout, et du coup, ils sont séparés, il y a eu un divorce et tout, et donc l'enfant était petit à ce moment-là, ça l'a traumatisé. Donc je reviens un peu sur le contexte. Le contexte, c'est que ben, à ce moment-là, il parlait un peu des études psychanalytiques qu'il a fait, enfin des psychanalyses qu'il a subies lui-même, et pour mieux comprendre cette situation. Et justement, le but de cette présentation, c'est de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, de comprendre ce qui peut arriver à nos enfants, ce qui nous est arrivé pour la plupart d'entre nous, euh, et ben de remédier à ça, de corriger, de créer des générations africaines beaucoup plus fortes mentalement, physiquement et intellectuellement. Et donc voilà. Alors, maman trop occupée à gérer son. Bah, il dit que quand il était petit, sa mère était trop occupée à gérer ses blessures. Donc, et il a demandé à son père pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as détruit notre famille, entre guillemets. Son père lui a dit que bah, quand tu seras grand, tu comprendras, tu vas forcément tromper ta femme, quoi. Enfin, son père, lui, dans son raisonnement, dans sa tête, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé en fait.
Et, et, euh, il lui a dit, en fait, il n'y a rien à comprendre, c'est l'ignorance. Et en fait, le petit avait donc compartimentalisé ce désordre, on va dire, cette déception dans sa tête, parce que c'était trop dur d'accepter ça. Il s'est senti rejeté quand il était petit, justement, parce que à cause de cette séparation, c'est devenu une source de désordre post-traumatique. Donc, perte de confiance en soi. euh, L'épreuve est difficile, l'enfant doit trouver la force d'avancer malgré ça. Quand on est heureux, ça ne vaut pas la peine de tromper. En fait, ce qui se passe dans les psychiatres, en fait, ont étudié ça. Ils ont dit c'est un manque d'affection. Ce n'est pas forcément une recherche du sexe, mais la plupart des hommes qui font ça le font par manque d'affection. Peut-être l'affection qu'ils n'ont pas eue, et aussi par, on va dire, ego. C'est-à-dire, ils veulent se sentir importants. C'est-à-dire l'importance que leurs parents ou que leur mère, leur père ne leur a pas donné dans l'enfance. Je ne sais pas, ils compensent ça d'une certaine manière avec cette chose qu'ils ne sont même pas capables d'expliquer parfois parce qu'ils le regrettent après. Donc, parce que son père, justement, lui dit après, quitter ta mère était la pire erreur de ma vie. Ça prouve exactement, ça prouve bah, qu'il n'a pas été heureux, qu'il n'était pas heureux de le faire. Mais il a fait quand même, mais il ne comprend pas pourquoi il a fait. Donc, il y a forcément une raison. Quand les raisons ne sont pas évidentes, elles sont forcément subconscientes. Et c'est l'étude, justement, des psychanalystes qui a permis de démonter ce truc et de comprendre mieux le problème, parce que quand on comprend, on peut le corriger en fait. Et parce que ça n'apporte rien. Que tu connaisses une fille ou 10 000, ça ne change rien. Enfin, l'essentiel, c'est d'être en paix et d'être heureux. Et c'est ce que les hommes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont compris ça. J'en connais moi personnellement. J'en connais, enfin, j'en côtoie personnellement. Donc, et puis parfois j'entends souvent, ouais, tous les hommes sont comme si, aucun homme n'est fidèle. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le problème, il est plus au niveau de son éducation, c'est-à-dire des traumas qu'il a eu dans son parcours et tout, sur son parcours, et sa recherche d'affection, quelque chose que s'il ne trouve pas, il va forcément le chercher ailleurs. Tout le monde, enfin, je veux dire, c'est c'est un peu humain, mais s'il le sait au départ, bah, il peut le corriger. C'est ça qui est important avec cette étude psychanalytique, c'est que plus, plus on comprend la situation, mieux on est à même de pouvoir la corriger et l'adapter, quoi. Euh, donc, bon, un manque d'affection, de l'ego aussi, c'est-à-dire se sentir important. Ouais, j'ai 15 femmes, je suis important. Je suis un peu la star, la rock star de, du monde, quoi. Euh, il faut se dire qu'on vaut mieux que ça. Franchement, on vaut mieux que ça. Être heureux, ça vaut mieux, 1000 fois mieux que ça. Parce qu'après, on ne s'aime plus. On ne peut pas se regarder dans la glace, même si on fait semblant. On croit que la vie est normale, mais en fait, ça nous modifie, ça nous change personnellement. Et au fil du temps, c'est corrosif. C'est corrosif parce qu'on a honte. Ça, c'est quelque chose dont tout le monde a honte. Même les hommes ont honte. Même ceux qui font comme s'ils s'en fichent là, ils ont honte justement. C'est pour ça qu'ils se détruisent après. C'est pour ça qu'ils rentrent dans des drogues, dans les alcools et tout. Parce que bah, justement, ils n'arrivent pas à se supporter en fait. C'est une incongruence en fait. C'est une incongruence psychique. On n'est plus en accord. Ce qu'on veut n'est pas en accord avec ce qu'on fait. Et ça, c'est très, c'est vraiment le début c'est vraiment un symptôme typique du post-traumatic stress, du désordre post-traumatique. Donc, donc, il a vu son père, il lui a dit, bah, soit, il a discuté et parlé de ça avec son père à l'âge d'adulte. Le moment où on parle avec ses parents à l'âge adulte, c'est vraiment le moment où on se comprend mieux soi-même, où on comprend mieux les raisons pour lesquelles ses parents l'ont fait. Donc, attitude en accord. Il faut avoir les attitudes en accord avec ce qu'on veut vraiment. Si tu veux être heureux, bah, fais ce qu'il faut pour être heureux. Et pour être heureux, c'est pas en multipliant. Ça, c'est la collection. C'est pas être heureux, ça. C'est comme quelqu'un qui collectionne les voitures, mais il n'est jamais, enfin, il est jamais heureux parce qu'il n'a pas vraiment une voiture qui lui correspond. Il change. Donc, c'est pas une, bah, c'est pas une condition suffisante pour être heureux. Ok, c'est pas une condition suffisante pour être heureux. Voilà. Parce qu'on est quand même ici pour être heureux, quoi. On n'est pas ici
pour se prendre le chou. Donc, développer une énergie positive quand on est en harmonie avec sa femme. Bah, quand on est en harmonie avec sa femme, ça s'appelle la transmutation. Quand on est en harmonie, on ne peut faire que des belles choses. J'ai jamais vu des gens en harmonie faire des trucs de travers. C'est vraiment l'important, c'est vraiment d'être en harmonie avec la personne, les personnes qui nous entourent. Et à partir du moment où on voit ailleurs, bon, on n'est plus en harmonie parce qu'on est en harmonie avec plusieurs personnes en même temps et ça crée un chaos, ça crée la désharmonie et du coup ça amplifie le désordre post-traumatique. Le truc c'est vraiment de prendre du recul et de bien comprendre, de bien savoir ce qu'on veut. Moi je parle aux garçons parce que je suis un homme, donc je me parle à moi-même. Donc c'est bien, ce qui est bien c'est que j'ai réussi à me parler à moi-même. Donc c'est ça qui est marrant. Donc oui voilà, entre nous les hommes, entre nous les frères, moi je vous dis non, on n'est pas bien comme ça, on n'est pas bien on n'est pas bien. Et c'est quand on est vraiment centré, qu'on est bien et qu'on réalise des merveilles et qu'on réussit aussi à faire ressortir le potentiel de madame parce qu'elle se sent aussi, elle se sent encadrée, elle se sent aimée, elle se sent protégée et tout. Et du coup, bah, quelqu'un qui est aimé donne forcément le meilleur de lui-même. Donc, que ce soit un enfant, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est tous pareil. C'est l'amour, c'est vraiment le moteur, quoi. Bon, après, ben, ce que l'enfant s'est dit dans la tête, ouais, je suis pas digne d'amour, je suis pas assez mignon, mon papa a honte de moi, c'est pour ça qu'il est parti, et blablabla, c'est à cause de moi, peut-être, donc il faut clarifier ça avec les enfants avant que ça ne se passe. Ça, c'est clair, je l'avais déjà bon, dit. Expliquer à l'enfant et le rassurer bah, sur justement ce qu'il pense à un moment donné et lui dire que c'est vraiment pas de ta faute, quoi. Voilà un peu voilà un peu le sens de ceci. Alors, corrélation clinique, paranoïa parentale. Ça, c'est vraiment, tout à l'heure, c'était vraiment le cas d'école de la personne en question. Et là, c'est vraiment la conclusion des psychiatres, peur de faire, peur de mal faire. Bon, les parents ont peur de mal faire, un parent anxieux. Les vrais parents, vraiment, ceux qui ce sont les bons parents, enfin, d'après les psychiatres, les bons parents sont ceux qui se posent souvent la question de savoir est-ce que je suis un bon parent ou pas, qui se remettent en question, qui essayent de réfléchir, de s'améliorer, de discuter, de collaborer avec leurs enfants, parce que les parents sont des humains comme les enfants. Et, euh, et les parents ont aussi peuvent avoir des regrets comme nous. Donc, le fait de discuter, la communication, c'est vraiment la base, quoi. Euh, donc, oui, quand on se retrouve dans la situation comme le père avec plusieurs foyers et tout, l'anxiété devient la base de l'incongruence, en fait. Parce que le type, il n'a finalement rien fait, rien réussi, parce qu'il était dans une sorte de désaccord avec soi-même. C'est-à-dire, c'est comme être une contradiction enfin, ambulante, quoi. Quand tu es une contradiction, tu peux rien. Tu as l'illusion de faire des choses parce que bah, tu es là, tu existes, tu fais des trucs, mais tu n'as pas suffisamment de profondeur pour faire les choses vraiment comme il faut. Mais tu ne t'en rends pas compte, en fait. Et c'est pour ça que nous avons besoin de psychanalyse, de psychologue, ou pour justement aller au plus profond de soi-même, de son subconscient et de comprendre les choses. Et on a toujours l'illusion d'être bien hein, jusqu'au jour où on voit les résultats, jusqu'au jour où la bombe explose, quoi. Donc, c'est juste un facteur d'augmentation du stress, avoir 1000 foyers pour soi-même déjà, mettre en danger son travail, sa profession, enfin tout. Euh, donc, la solution, c'est avoir un instant face à face avec ses parents, acquérir une profonde compréhension de la situation, de son histoire personnelle. Euh, et savoir aussi que la tromperie n'a rien à voir avec la personne qui est trompée, ça a plus à voir avec la personne qui trompe. C'est-à-dire que le problème vient d'elle en fait. Ce n'est pas parce que oui, je ne suis pas bien ou je ne suis pas une bonne femme que voilà, c'est pas ça. Tu peux être la meilleure femme du monde et si la personne n'a pas compris la base, bah, elle n'aura pas compris. Donc ce n'est pas lié à toi, quoi. C'est pas un motif de culpabilisation. Il faut jamais se culpabiliser quand cela arrive. Parfois même, il faut même se féliciter parce qu'on se dit, bah, vaut mieux que ça arrive tôt plutôt que tard, quoi. Donc,
Donc, c'est une recherche égoïste d'une solution à court terme pour un problème à long terme. Donc, sortir de sa maison, de son foyer, c'est ça en fait. Donc voilà. Pour, oui, je disais oui, et également ce que les psychiatres ressortent, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on veut plutôt sur ce qu'on ne veut pas. Parce que quand on a vécu une vie comme ça, on se dit, ah, je veux pas, surtout pas une femme comme ça, ou bien je veux surtout pas un homme comme ça, un homme bleu, je veux pas, surtout pas un homme vert, je veux surtout pas un homme, un homme des neiges et tout. Mais, euh, mais il faut plutôt dire ce qu'on veut. Dire, je veux un homme chocolat. Voilà, c'est ça que je veux. Je vais tout faire pour obtenir ça parce que c'est ce que je veux, quoi. Mais ne pas dire ce qu'on ne veut pas, parce que dire ce qu'on ne veut pas, c'est donner de la puissance subconscience, de la puissance psychique à ce qu'on ne veut pas. Donc, on va finir par l'attirer. Donc, c'était vraiment ça le point, quelque chose de très important aussi que j'ai retenu dans cette étude psychanalytique, psychiquement, pardon, nous attirons psychiquement ce à quoi nous pensons le plus. Donc, il vaut mieux penser à quelque chose de positif pour attirer quelque chose de positif et laisser le négatif là où il est. Vraiment faire un tri. Comme je l'ai dit dans mes précédentes présentations, on ne va pas s'attarder dessus.